bonjour à tous ceux et celles qui ont réussi ou qui peuvent se joindre à nous sur Facebook. Bon, nous voilà donc virtuellement réunis, vous voilà virtuellement réunis avec le Centro de Estudios Francófonos du Lengua Viva Juan Ramón Fernández. Nous sommes donc à Buenos Aires. Bon, pas toutes. À Buenos Aires, nous sommes 3 sur l'écran. Alors, virtuellement, en bas sur l'écran, il y a donc Sabrina Roche qui se trouve à Toulouse en ce moment, qui est notre invitée. Et puis, à côté de moi sur l'écran, il y a Victoria, qui est une collègue du CEF, du Centro de Estudios Francófonos, donc du CEF. Bon, le confinement au niveau planétaire a posé des problèmes, s'est imposé à toutes les activités programmées et bon, le CEF n'est pas l'exception, donc on a fait face au retardement d'activités, à leur reformulation. Et puis voilà, finalement, on s'est décidé et on a organisé donc ce nouveau cycle, ce cycle de rencontres virtuelles, sous la formule, autour de la formule, une rencontre, 5 questions. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est confinement et déconfinement scolaire en France. En Argentine, on est décalé par rapport au confinement en France. Et donc, il nous a semblé intéressant de recueillir le témoignage de Sabrina sur la question. Alors, bon, comme tous aussi sur cette planète, en ce moment, en raison du confinement, on dépend plus que jamais de la connexion. Donc, bon, on espère, on croise les doigts pour que la connexion ne nous lâche pas. Et bon, on demande un petit peu d'indulgence de ce point de vue-là à ceux qui peuvent nous écouter, qui de toute façon pourront nous réécouter ensuite. L'entretien restera posté sur la page Facebook. Voilà. Vicky, je te laisse la parole. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Sabrina, bonjour Béatrice. Alors, nous vous invitons à laisser des commentaires et des questions en bas de l'écran. On va consacrer quelques minutes à la fin des 5 questions que nous allons poser à Sabrina pour que le public pose ces questions. Donc voilà, faites-le dès maintenant, comme ça à la fin, on lira peut-être pas toutes les questions, mais on aura le temps d'en lire quelques-unes. Moi je suis très ravie aussi qu'on commence avec cette série, une rencontre, 5 questions qui va nous permettre de discuter, de parler avec des gens qui sont loin et qui peut-être dans un contexte hors pandémie, on n'aurait pas eu la possibilité d'interviewer. Donc je donne la bienvenue à Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc avec Sabrina, on se connaît depuis longtemps. On a fait la fac ensemble à Toulouse. Après, on a été collègues de français langue étrangère et seconde à Toulouse aussi, et collègues d'espagnol. On est amis également. Donc c'est pour moi un plaisir de l'avoir dans ce cycle avec nous. Et Sabrina, est-ce que tu veux te présenter toi-même? Oui, donc moi je m'appelle Sabrina. J'enseigne l'espagnol dans un collège à Toulouse. Je suis enseignante depuis une dizaine d'années et je suis aussi militante syndicale dans un syndicat qui s'appelle la CGT Éducation à Toulouse. Voilà. D'accord. Donc, le type de collège où tu travailles, c'est un collège REP, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est ce qu'on appelle, alors on a les REP et les REP+. C'est-à-dire que c'est des collèges qui font partie du réseau d'éducation prioritaire et donc qui accueillent des élèves qui sont pour la très très grande majorité issus de milieux populaires. Voilà. Donc c'est une caractéristique particulière. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler autour de la question du confinement notamment. Et donc voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, c'est un collège qui a cette particularité-là. D'accord. Et
Donc, alors depuis le début de la quarantaine obligatoire en France et en Argentine, cette quarantaine obligatoire a commencé à peu près en même temps, début mars, n'est-ce pas, depuis le début du mois de mars. Le ministère de l'Éducation français a décidé de la continuité pédagogique, n'est-ce pas? Il a décidé que les enfants ils continueraient d'avoir cours à distance dans un format virtuel. Enfin, c'est le même cas chez nous en Argentine, où on est toujours en quarantaine en ce moment. Cette question de la continuité pédagogique pose beaucoup de questions chez nous. On constate aussi bien un fort engagement, une forte implication de la part des enseignants pour cette continuité, mais on constate aussi une très forte surcharge de travail pour les profs et des difficultés aussi pour les élèves, n'est-ce pas, des difficultés de différents types pour les élèves. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que cette continuité pédagogique a eu lieu en France, comment est-ce qu'elle a été menée et quelles ont été les difficultés auxquelles les enseignants et les élèves ont dû faire face? Alors déjà, je trouve ça, j'aime bien comment tu abordes la question en disant que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui a décidé la continuité pédagogique, parce que même on pourrait dire qu'il l'a décrété, parce que, juste pour rappeler un peu comment ça s'est passé, on a été aussi déjà au départ, ça a été assez violent pour nous, les personnels enseignants d'éducation nationale, c'est que notre ministre Jean-Michel Blanquer a déclaré, peut-être que c'était, je sais pas, le 14 mars, un truc comme ça, a déclaré que les écoles, les lycées et les collèges ne fermeraient pas. Et 2 jours après, le Premier ministre ou Emmanuel Macron, je me souviens plus, a annoncé, c'était Emmanuel Macron, le président, a annoncé que les écoles, les collèges et les lycées fermeraient. Alors autant vous dire qu'on n'était vraiment pas préparés, c'est-à-dire que pas préparés matériellement, clairement, j'y reviendrai, mais alors pas préparés psychologiquement non plus. C'est que on a appris ça 2 jours avant. Ça a été la panique totale. Et quelques jours après, le ministre de l'Éducation nationale a dit ne vous inquiétez pas, parents, la continuité pédagogique est là. Et on a eu un petit moment pour se demander en quoi consistait cette continuité pédagogique. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. D'ailleurs, c'est un terme qui est assez discuté. Parce qu'une continuité pédagogique, en fait, on a été assez nombreux à dire que c'était pas possible, de fait, dans les conditions dans lesquelles on était. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on s'est tous connectés. Alors, je vais le dire quand même. Je vais m'excuser parce que j'ai ma fille ici. Il est 21h30 et donc ma fille est en train de s'endormir et donc elle m'appelle. Alors, 2 secondes. Leïla, je ne veux plus que tu m'appelles, s'il te plaît. Et donc, où est-ce que j'en étais? Comment? La vie n'est pas que virtuelle, ça. C'est ça. Et donc, on s'est tous connectés. Donc, au moment de ce lundi 16 mars, ce fameux lundi 16 mars, on s'est tous connectés en même temps sur les environnements numériques de travail. Là, c'est les ENT, c'est les réseaux qui nous permettent de travailler ensemble en temps normal. Ça a bien sûr saturé. Et donc, on a été dans l'incapacité totale d'entrer en contact entre nous, avec les élèves. On a eu quelques jours de panique totale où on ne pouvait rien faire. Alors après cette petite journée de panique où les groupes WhatsApp ont explosé, on était tous en train de discuter, on recevait 300 messages par jour, c'était un peu la folie. On a commencé un peu à bricoler. Donc certains ont créé, donc voilà, il y a un nombre d'initiatives énormes pour justement pallier le manque d'outils institutionnels à notre disposition. Donc, il y a eu des groupes WhatsApp qui ont été créés. Donc, les enseignants ont donné leur numéro de téléphone personnel pour être en contact avec leurs élèves. Alors, je sais pas comment ça se passe en Argentine, mais en France, on n'a pas l'habitude de donner notre numéro de téléphone personnel aux élèves en général. On a utilisé plein de choses, les Prezi, tous les sites qui nous permettaient de faire des présentations. On a essayé les classes virtuelles au départ. Le site institutionnel du CNED
ne fonctionnait pas, donc on est passé par Zoom, on est passé par les Framatalk. Alors ça vous pose aussi plein de questions sur ce qu'on appelle la RGPD, la réglementation de protection des données, parce qu'en fait les enseignants ont commencé à utiliser des logiciels qui ne protégeaient pas du tout, même Discord. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Discord, c'est le site qu'on utilise pour les jeux vidéo et qui est vraiment un désastre au niveau des protections des données. Donc voilà, tout ça, ça a été un peu un gros n'importe quoi. Chacune faisait un peu comme elle le sentait. Donc ça a été un peu difficile au départ, surtout de créer un discours commun. Mais en fait, on n'a jamais réussi à le créer, en fait, vraiment, malgré certaines tentatives parfois. Quoi d'autre? Du coup, le lien avec les élèves, il s'est retrouvé très vite cassé. On ne savait pas du tout comment faire. Et très très vite, ce qu'on disait, c'est ça la vie en quarantaine, c'est que on avait des parents qui étaient chez eux, confinés chez eux, souvent en télétravail, et donc ils devaient gérer le télétravail et la montagne de devoirs envoyés par les enseignants. Et on a eu plusieurs cris d'alarme des associations de parents d'élèves qui ont dit non mais stop, arrêtez, calmez-vous, parce qu'on peut pas continuer comme d'habitude. Il faut aussi se rendre compte que même si on a 3 enfants, on n'a pas 3 ordinateurs pour faire travailler les enfants. Et donc pour les enseignants aussi, ça a été un peu difficile de prendre un peu de recul et de se dire on peut pas faire comme d'habitude. C'est pas parce que les élèves ils ont 3 heures de mathématiques dans la semaine qu'ils vont avoir 3 fois des mathématiques dans la semaine en distance, ce qu'on appelle en distanciel. Le matériel, alors peut-être que je reviendrai plus tard sur le matériel des élèves, mais le matériel des enseignants, nous on travaille toujours sur notre matériel personnel, donc ça a aussi provoqué des problèmes de connexion, c'est-à-dire qu'il y a certains collègues qui avaient des connexions limitées, et donc ça a été aussi compliqué sur ça. Il y a des collègues qui ont dû aller au collège pour récupérer un ordinateur, une tablette pour pouvoir travailler. Voilà. En gros, ça a été le confinement, ça a été surtout ces questions-là de matériel et d'harmonisation de nos pratiques. Donc voilà, on a essayé de faire des plannings, des nouveaux emplois du temps, d'aménager des choses pour alléger les élèves et pour essayer de prendre un peu plus en compte leur situation aussi, qui était difficile, parce qu'on était dans un état de stress et d'angoisse assez important quand même. Et voilà, en gros, ça a été surtout ces problématiques-là pour les enseignants, quoi. Et accepter d'avoir peu de retours de nos élèves, c'est-à-dire que oui, il y a aussi quels cours on envoie, qu'est-ce qu'on envoie. Au-delà de la fréquence, c'est que les cours qu'on a d'habitude, qu'on prépare d'habitude pour les faire dans la vraie vie, là à distance, il fallait tout remanier, tout refaire, tout revoir, en prenant en compte le fait que les élèves n'avaient pas tous le matériel, donc il fallait réfléchir à quelque chose qui pouvait être fait sans être imprimé, mais sans ordinateur. C'est quelque chose d'assez difficile aussi à gérer. C'est-à-dire que ça a été énormément de travail de conception de cours également, quoi. Voilà. Il y a Leïla qui t'appelle. Ouais. Elle va s'endormir. Bon. Alors, ça, c'était la première phase. Et puis, bon, Dieu merci, arrive inévitablement la deuxième phase que nous, en Argentine, on continue à attendre impatiemment, à savoir le déconfinement. Non, ici, on est déphasé, justement. Alors, il n'y a pas de date certaine. On sait que les autorités éducatives commencent à se pencher sur la question. La date, elle va évidemment dépendre des décisions sanitaires, mais bon, de toute façon, je crois qu'il se penche déjà sur la question de comment organiser le déconfinement. Alors, je pense que pour nous, c'est très intéressant justement d'avoir, de recueillir ton témoignage, puisque vous êtes en plein déconfinement. Si je ne me trompe pas, le ministère de l'Éducation en France, il a fait
réouvrir les classes, puisqu'on parle de réouverture des classes primaires et secondaires dans le courant du mois de mai, vers la mi-mai à peu près. Et puis début juin, je crois que c'était le tour des lycées, et je crois que les universités devront attendre le mois de septembre. Alors, tout d'abord, si je pense aux aspects académiques d'une part dont tu parlais, et puis aussi sanitaires. Donc, tous les acteurs ça a impliqué beaucoup d'implications en termes d'inquiétude, de controverses, d'interrogations pour tous les acteurs. Je pense donc aux professeurs, aux syndicats, aux parents, aux élèves, bien entendu. Alors, bon, est-ce que tu peux nous apporter ton témoignage de ce point de vue-là? Oui, alors ça me paraît loin et en même temps c'est proche. Alors je vais voir si, attends, excusez-moi, mais je vais voir si la lumière, je peux pas la mettre plus devant parce que je sais pas si vous me voyez et en fait. Si on te voit bien. Hein. On te voit. Parce qu'il va faire nuit dans pas longtemps. C'est mieux comme ça, non? Oui, c'est bien. Et donc oui, alors cette reprise, reprise, c'est aussi un terme assez controversé parce que on a été nombreux à dire qu'on n'avait jamais arrêté. Donc ce retour en classe en présentiel, c'est le nouveau terme en présentiel qu'on a inventé pour à cette occasion. Elle a été assez controversée. Alors après, il faut aussi rappeler le contexte social et le climat social et politique en France. Bon, déjà au début du confinement, on était quand même dans un climat social assez perturbé parce qu'on était en lutte contre la réforme des retraites. Le gouvernement a pas très bonne presse. Cette lutte contre la réforme des retraites a beaucoup mobilisé les enseignants, qui seront les premières victimes de cette réforme. Et pendant toute la durée du confinement, les décisions prises par le gouvernement ont été très souvent remises en question, contestées. Il y a eu des mensonges par rapport à la gestion des masques, par exemple. On s'est retrouvé en pénurie de masques et jusqu'au dernier moment, Emmanuel Macron disait qu'il n'y avait jamais eu de pénurie de masques, alors qu'en fait, on n'avait pas de masques. Enfin, par rapport aux hôpitaux aussi, qu'en fait, on sait que des lits d'hôpitaux ont été supprimés en très grand nombre ces dernières années et que c'était aussi à cause de ça que on était dans cette crise-là, quoi. C'était voilà. Donc déjà à la base, je pense que on n'a pas forcément confiance dans les bonnes intentions de notre gouvernement. Et si au début du confinement, les premières choses qui ont fermé, c'était les établissements scolaires, on avait du mal à comprendre pourquoi ça devait être les seuls qui répondaient. Leïla, arrête de m'appeler, s'il te plaît. Et on comprenait pas pourquoi on était les premiers à rouvrir, alors qu'on était encore dans une situation critique où on avait un nombre de morts par jour qui était encore important. Et en plus, le président de la République a décrété l'ouverture donc c'était d'abord des primaires et des 6e et des 5e, donc les plus petits du collège, alors que le conseil scientifique avait donné un avis défavorable. Enfin, on avait tous les avis défavorables du corps médical et d'un nombre d'instances énormes. Et en fait, ils y sont allés en disant clairement que c'était pour des raisons économiques, pour que les parents ils puissent retourner travailler le plus vite possible, parce que là, ça faisait presque 2 mois que on ne pouvait plus travailler ou de façon beaucoup moins importante. Donc l'idée, c'était que les petits puissent aller à l'école et donc que les parents puissent reprendre le chemin du travail. Donc c'était très contesté parce que bon voilà, ça a été une première chose. On était angoissés, stressés, on est passé 2 mois. Alors je sais que vous êtes encore dans cette situation-là, mais on est passé 2 mois enfermés. C'était assez dur à accepter comme idée. Voilà. Alors ça a été une première chose. Après, petit à petit, il y a un protocole sanitaire qui a été mis en place.
Et donc, ce qui a été contesté ensuite, c'est que ce protocole sanitaire était d'une lourdeur extrême. Donc, on disait, mais pourquoi nous imposer à rentrer si on peut pas faire école? C'est-à-dire qu'on nous demandait de faire cours dans un contexte où on pouvait pas faire cours, avec pas plus de 10 élèves par classe, ça, si on peut faire cours, pas plus de 15 élèves par classe, mais avec, il faut pas qu'ils se touchent. Il fallait pas qu'ils se parlent, il faut pas qu'ils se prêtent de matériel, il faut pas qu'ils s'échangent de matériel, il faut qu'ils se lavent les mains, nana. Enfin, surtout, alors pour les collégiens encore ça allait, mais pour les primaires, pour les maternelles, on disait non mais là c'est inhumain. Enfin, il y a beaucoup d'enseignants du premier degré qui ont élevé la voix en disant mais qu'est-ce que vous nous faites faire? C'est violent par rapport aux enfants d'imposer de telles conditions. Donc ça a été une deuxième chose, mais bon. On y est allé, hein. De toute façon, on n'a plus le choix. On a eu des possibilités, si on avait été en garde d'enfants, de pas reprendre le travail, mais bon, sinon, une majorité d'enseignants ont repris le travail. Comment ça s'est passé, si vous voulez? J'étais un peu, bon, je sais pas comment ça se passe en Argentine pour le Covid-19, mais en France, il y a eu vraiment ces trois régions qui ont été fortement touchées. Donc la région parisienne et l'Est, une grande partie de l'Est de la France. Le reste, sur le reste du territoire, on a été très très peu touché par le Covid-19. Donc il y a eu des différences aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que bon, les protocoles ont été mis en place, donc on a pu accueillir qu'un nombre très restreint d'élèves. Et d'ailleurs, il y a très peu de parents qui ont envoyé leurs enfants, c'est-à-dire qu'au départ, les parents ils ont dit non mais nous on garde nos enfants. Et le président quand il a vu ça, il a été obligé de dire c'est pas obligatoire, c'est sur la base du volontariat. Donc très peu de parents envoyaient leurs enfants à l'école. Et du coup, ça s'est fait parce qu'il y avait pas beaucoup d'enfants. Donc on était 4, enfin pas beaucoup d'élèves, il y avait 4, 5 élèves par classe. Ça s'est fait comme ci, comme ça. Et puis concrètement, ça s'est mis en place. Donc il y a eu des disparités selon nos régions et c'est surtout que chaque établissement, chaque école a géré les choses à sa manière. Parce qu'en fait, au niveau du gouvernement, ils se sont délestés de toute responsabilité au niveau national en disant c'est au plus près du terrain que vous allez savoir que. Mais en fait, ça nous a mis dans une situation inextricable et qui a été assez difficile à vivre. C'est-à-dire qu'on nous a fait reposer sur nous, sur les directeurs d'école, et sur les chefs d'établissement et sur les personnels enseignants, la responsabilité de mettre en place des protocoles extrêmement lourds avec des gestions de flux, des récréations décalées, et puis à aucun moment on se posait la question de qu'est-ce qu'on enseigne à ces jeunes. Et donc après, c'est posé aussi la question, alors là plus particulièrement pour les personnels enseignants, la question des présentiels, distanciels, c'est-à-dire à partir du moment où on a, par exemple, sur une classe de 25 élèves, on en a 10 qui viennent au collège et qu'il y en a 15 qui restent chez eux. Donc ça veut dire que l'enseignant il travaille au collège, mais il doit quand même continuer l'enseignement à distance pour ceux qui viennent pas. Donc ça donne des situations abracadabrantes où en fait les collègues travaillent beaucoup plus que leur temps de service habituel. C'est qu'ils font le double du travail. C'est-à-dire de poster du matériel sur Internet pour que les élèves qui ne viennent pas en classe puissent travailler sur les mêmes devoirs. En quoi ça consiste ce travail à distance? Alors oui, le travail à distance, ça dépend des établissements, mais on a fonctionné différemment. Moi, je pense qu'on a à peu près tous, au bout d'un moment, réussi à utiliser le cahier de texte de l'ENT. Donc, en fait, on a un cahier de texte virtuel où on dépose des devoirs et on peut nous rendre des devoirs, quoi. Ou par messagerie, quoi. Enfin, par mail. Voilà, ça a été surtout ça. Bon, après, au lycée, il y a eu plus de classes virtuelles. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard pour créer du lien, se retrouver, etc. C'était quand même pas mal les classes virtuelles. Mais en général, je pense que l'immense majorité des cours, ça a été
des fiches d'activités, des exercices envoyés par mail aux élèves, quoi. Voilà. Et donc ça, on a continué à le faire alors qu'on reçoit des élèves en présentiel. Et c'est pareil pour les professeurs des écoles, quoi. Donc ça a été un peu... alors pas partout. Tout ce que je dis, c'est pas partout. C'est dans certains cas et dans d'autres, non. Enfin, c'est tellement... Il y a tellement de disparités entre chaque établissement, chaque mairie. Alors il y a des communes qui ont refusé d'ouvrir, il y a des communes qui ont accepté. À Toulouse, par exemple, il y a eu 3 vagues d'ouverture. Une vague le 18, une vague le 25 mai, et une vague, la dernière vague, c'était le 2 juin. Mais toujours sans pouvoir accueillir au jour d'aujourd'hui. Donc là, on est le 12 juin, on peut toujours pas accueillir tous les élèves, hein, largement pas. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Ben non, voilà, c'est ça. En gros, le déconfinement, on en arrive là. C'est un peu dur parce que alors des fois, donc dans certains établissements, donc là je parle plus pour le second degré, on a décidé de continuer les cours avec un emploi du temps allégé. Pour d'autres, on a décidé de faire de l'aide aux devoirs. Donc ça, c'est pareil. Bon là, il y a plein de questions qui se poseront sûrement chez vous. C'est quelles notes, comment on évalue pendant le confinement, quelles appréciations on met. Est-ce qu'on met des appréciations pour les élèves qui ont bien travaillé pendant le confinement? Est-ce qu'on met pas du tout d'appréciation parce que féliciter les uns, c'est ne pas féliciter les autres. Enfin là, on se retrouve tout le temps devant des débats et des questions auxquelles on s'attendait pas en fait petit à petit. Et c'est très difficile de trancher. Et en fait, on se voit pas. On se voit jamais. Enfin, là, ça, c'est assez difficile. Et du coup, il y a énormément de tensions qui se créent aussi dans les salles des professeurs, quoi, entre collègues. Ça a été assez dur, quoi. Oui. Voilà, tu fais allusion, enfin, tu expliques un peu tous les aspects justement académiques, sanitaires, la lourdeur des protocoles sanitaires qui sont peut-être pensés au mieux, mais après qui s'avèrent être difficiles à mettre en marche. Mais bon, dans tous les domaines et en particulier dans les domaines éducatifs, hein, il y a aussi, on pense, alors évidemment en premier aux implications, au domaine académique, aux questions sanitaires, mais après il y a toute la question que tu as mentionnée comme ça en passant, émotionnelle et psychologique, qui affecte là aussi tous les acteurs, les profs de chez lui, le prof qui retourne en classe, les élèves. Alors, ce qui nous intéresserait de savoir, c'est si les ressentis des élèves et même des profs à trouver une voie d'expression, des mécanismes d'expression, un espace dans la classe à distance et en présentiel pendant le confinement et maintenant que les profs et les élèves se retrouvent. Alors, l'impact psychologique des élèves, je pense qu'on ne le mesure pas encore aujourd'hui, de ce confinement, de cette angoisse de la mort, hein, tout simplement. Du coup, je pense que c'est une des choses qu'on porte, par exemple, dans le syndicat où je milite, c'est qu'un suivi psychologique des élèves dès la rentrée prochaine, notamment pour ceux qui rentrent pas, quoi. Ensuite, alors je sais pas comment ça se passe en Argentine, mais nous on a un système de prof principal. Alors je parle du second degré. Et dans le premier degré, bon, on va dire que les professeurs des écoles, c'est les professeurs principaux des élèves. On a aussi beaucoup dit que la continuité pédagogique, en fait, en réalité, elle n'existait pas, mais que par contre, nous, notre rôle, c'était de garder un lien avec les élèves et leurs familles et un lien social, en fait. C'était qu'on perde pas contact avec eux. Donc, en gros, le travail, alors ça c'est aussi c'est mon avis, hein, c'est le travail le plus important qu'on a eu à faire pendant ce confinement, c'est de pas perdre les élèves, les pas perdre de vue et de continuer à leur faire garder ce contact. Alors là, c'est passé par le téléphone, hein, surtout par rapport aux familles. On a été aussi des soutiens. Enfin, moi je pense qu'on a été là pour répondre aux interrogations des familles, pour les accompagner.
pour les déculpabiliser aussi quand il fallait, quand ils étaient submergés de travail en disant mais je peux pas y arriver. Donc l'idée c'était de dire bon bah faites ce que vous pouvez. Là on n'est pas dans une situation normale. Les élèves ont énormément souffert de la perte de contact avec leurs camarades de classe, même si ils ont des contacts virtuels comme nous, hein. Enfin, de toute façon, ils ont les réseaux sociaux. Bien sûr. Et ça a été un des points positifs de la classe virtuelle. Moi, j'étais pas forcément très intéressée par ces classes virtuelles avant même le confinement. Mais là, en fait, ça a été l'occasion justement de se retrouver. Et tous les collègues que je connais, et puis même il y a eu des écrits par rapport à ça. L'idée, c'était de se retrouver, et les élèves étaient vraiment demandeurs, c'est-à-dire qu'ils venaient quoi. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle les heures de vie de classe, où normalement c'est le professeur principal qui, on parle de la classe, de ce qui s'est passé, etc. J'en ai fait plusieurs. Les élèves, ils étaient au rendez-vous pour se voir ou pas se voir parce que souvent ils veulent pas trop se montrer, mais en tout cas pour s'entendre, pour me voir moi, pour voir les collègues aussi qui venaient dire bonjour, et c'était important. Moi, je pense qu'avec la classe dont je suis professeur principal, le lien a été créé. Vas-y Leïla, je peux pas là. Tu y vas toute seule. Et donc, en fait, il y a un vrai lien qui s'est créé entre eux et moi. D'ailleurs, je suis allée les voir depuis qu'on a repris. Il y a eu une dizaine d'élèves de cette classe qui sont venus au collège, et ils étaient trop contents de me voir, et moi j'étais trop contente de les voir. Enfin, de toute façon, les élèves, on était très heureux de les retrouver malgré toutes les réticences dont j'ai parlé auparavant. Enfin, on a un métier humain, hein, donc on a envie d'être en contact avec eux, et voilà. Après, moi, je pense que la réponse institutionnelle, elle n'a pas été à la hauteur justement sur ces questions-là, sur la présence d'infirmières, d'assistantes sociales et de psychologues de l'éducation nationale. On en a très peu, et on en a toujours pas assez. Et là, dans ce contexte-là, je pense que ça aurait été nécessaire d'abonder de façon très très forte les établissements scolaires pour les établissements scolaires pour aider et pour accompagner les élèves, quoi, vraiment. Alors ça, c'est pareil, c'est très différent selon les endroits. Après, bon, moi personnellement, là où je travaille en éducation prioritaire avec des classes, avec des élèves qui sont issus de classes très très populaires, ça a été le plus gros du travail, ça a été garder les élèves et pas les perdre dans la nature sans savoir ce qu'ils deviennent, quoi. Et du coup, il y a beaucoup de... Enfin, moi, j'étais un peu marquée. Peut-être que c'est toujours comme ça, les adolescents. Mais j'ai beaucoup de préados là qui sont très très mal, qui même aujourd'hui refusent de sortir, ils veulent pas voir leurs copains. J'ai des parents qui m'appellent en me disant mais je sais plus quoi faire, ils veulent plus rien faire. Ils ont été complètement décalés dans les horaires. C'est les jeunes, ils se couchaient à des heures complètement, enfin à 5h, 6h du matin pour se réveiller le soir à 15h. Et là, ils n'arrivent pas à retrouver un rythme, ils ont peur de sortir, il y a une sorte d'angoisse par rapport à tout ça, et ça, faut vraiment les accompagner en disant, bah voilà, invite un copain chez toi, ou vous sortez à deux, etc. Ça a été, voilà. Et une dernière chose aussi, je pense que c'est dans beaucoup d'établissements qu'on a essayé de faire ça, c'est de créer du lien en organisant des sortes de défis, en art plastique par exemple, fait ton bonhomme du confinement chez toi, et on poste les œuvres, etc. Il y a des logiciels, on peut faire des expositions virtuelles. Donc je pense qu'il y a eu pas mal aussi d'initiatives comme ça pour essayer de créer un peu de lien entre eux, qu'ils voient aussi ce qu'ont fait les autres. Voilà, ça a été, ça n'a pas été simple, surtout pour les petits qui n'ont pas forcément de téléphone portable d'ailleurs, et qui n'ont pas forcément leurs réseaux sociaux, mais ça a été quelque chose d'écrire un journal du confinement. Et là, on s'est dit, pendant le déconfinement, on va essayer de regrouper les travaux des uns et des autres pour en faire une expérience collective et commune, quoi. Ça, c'est vraiment une excellente idée.
Ouais, je vois déjà quelques questions, mais il nous reste la numéro 4 et la numéro 5. Oui, Vicky. Oui, alors Alors, en fait, attends, excuse-moi juste. Je vais voir Attends, 2 secondes, D'accord. pardon. On t'attend. Je reviens. ça Oui, marche. j'espère bien. Nous espérons. En attendant, on peut lire les questions qui ont été posées. Bon, c'est chouette, il y a 28 personnes qui sont en train de C'est bien. nous regarder en ce moment. Oui. Je vois des questions sur le rôle du prof et de l'école, sur pratiquement des demandes de conseils aussi. Désolée. Mhm. Je t'écoute. Oui. Tout va bien. Alors pour Léla, ça va, elle Je sais pas. Super. Alors dans cette situation de confinement en Argentine, ben, on peut constater, enfin, il y a une mise en évidence des inégalités, oui, au niveau social en général, au niveau scolaire aussi, en ce qui nous concerne, des inégalités par rapport à l'accès aux nouvelles technologies, oui, au matériel, à la connexion Internet. Par rapport à la possibilité des parents d'aider, d'accompagner leurs enfants, par rapport aussi à l'espace physique dans les logements, n'est-ce pas, le fait d'avoir un espace pour un espace de travail qui propice la concentration. Hein. Donc la question c'est en France, alors qu'est-ce que vous les profs vous avez pu observer par rapport à ça, à ces inégalités dans le contexte de la continuité pédagogique à distance, distanciée, Oui. comme c'était ça le terme utilisé. En distanciel et en présentiel. En distanciel et présentiel. Ouais. Oui, bah alors, en France, c'est la même chose, hein. C'est comme toujours, hein, les premières victimes d'une crise, c'est toujours les classes les plus populaires. Donc on s'est retrouvé confronté aux mêmes problématiques, hein, d'élèves qui n'avaient pas le matériel, de familles entières qui n'avaient pas le matériel. Je pense que, enfin voilà, donc là, moi, je peux parler de mon expérience dans mon collège. Hein. Je pense que une immense majorité d'élèves n'avaient qu'un téléphone pour pouvoir travailler. Voilà, pas d'ordinateur, aucun dans la famille. Peut-être des fois une tablette quand on a un peu de chance, et puis le Wi-Fi, c'est pas toujours ça. Alors ça c'est une bonne leçon, je pense, parce que moi, par exemple, dans mon collège, on était conscient que les élèves avaient pas forcément le matériel, mais on n'avait pas conscience de l'importance de ce manque de matériel. On s'est pris une claque. En se rendant compte que vraiment, l'immense majorité des élèves ne pouvaient pas faire le travail qu'on leur demandait. Alors ça a été très dur, parce que ça aussi, ça a été source de tension dans les salles des profs, parce qu'il y a des collègues qui ont continué à envoyer, et on se disait, mais comment faire? On peut pas avancer. Donc ça, c'était aussi la question. Est-ce qu'on avance dans les programmes ou est-ce qu'on fait de la révision? Bon, alors moi, personnellement, en espagnol, la révision de ce que je faisais en 6e, au bout d'un moment, j'en avais trop marre de réviser la même chose, parce que je présente quelqu'un, je me présente, il présente quelqu'un d'autre, il présente... Au bout d'un moment, fallait que je fasse autre chose, quoi. Mais c'était vraiment les questions, c'était comment faire pour être le plus juste possible et ne pas porter préjudice aux élèves qui, de fait, n'avaient pas le matériel. Alors, bon, il y a eu plusieurs choses. Alors, au niveau institutionnel, ça a été très divers selon les territoires. C'est-à-dire que pour les écoles, c'est les mairies, les communes qui gèrent. Pour les collèges, c'est les départements, et pour les lycées, c'est les régions. Et donc, dans certaines régions, certains départements et dans certaines communes, on a proposé de fournir des tablettes, par exemple, aux élèves pour qu'ils puissent faire suivre un peu les cours. Mais bon, c'est très minime. Enfin, nous, on a eu 30 tablettes alors qu'il en aurait fallu 300 au niveau du collège. Et puis en plus, ça résolvait pas le problème de la Wi-Fi. C'est-à-dire que on donne une tablette à un élève sans Wi-Fi, il peut rien faire.
Donc il y a eu des initiatives par-ci par-là de de quartiers où ils mettaient des bornes Wi-Fi gratuites pour tout le monde, des choses comme ça. Mais bon, ça a été très 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 minoritaire. Et en gros, les élèves se retrouvaient dans les situations de pas pouvoir suivre. Alors après, il y a eu aussi des propositions que l'éducation nationale imprime les cours envoyés par les enseignants et fasse venir les parents dans les établissements scolaires pour qu'ils aillent chercher les papiers. Mais alors ça, c'est pareil. Ça a été au moment le plus fort de la crise, de dire mais pourquoi ça serait les classes populaires qui devraient prendre le risque, encore une fois, déjà qui sont super nombreux, qui sont dans des environnements ultra concentrés, pourquoi ils devraient prendre le risque de se déplacer pour aller dans des écoles alors qu'on pourrait leur envoyer, enfin, il y avait plein d'autres possibilités, quoi. Mais la Poste a proposé d'envoyer quelques cours, mais c'était vraiment, il fallait pas que ce soit très gros, enfin, c'était très c'était très lourd et ça s'est pas beaucoup fait, quoi. Donc voilà, il y a eu ça et bah voilà, en fait ça n'a pas été résolu, c'est-à-dire que c'est encore quelque chose qui a été dénoncé, c'est que le ministre a toujours dit tout se passe très bien. Alors pendant toute la crise, tout s'est très bien passé. Le confinement, la continuité pédagogique, tout s'est très bien passé. Le déconfinement, tout se passe très bien. Tous les enfants sont accueillis dans les écoles. Donc en fait, on se prend toujours mensonge sur mensonge. Et, et donc, c'est une vraie question, notamment pour l'année prochaine, quoi. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui, du coup, ont abandonné parce que ça a été tellement compliqué au départ. Hein. Pour eux, ça a été une telle source de stress. Enfin, moi, j'avais des élèves qui m'appelaient, qui disaient, Madame, je sais pas, j'arrive pas à envoyer. Alors, on leur disait, prends une photo avec ton téléphone de ta feuille de papier et puis tu l'envoies par mail. Mais des gosses de 6e, prendre une photo et envoyer par mail, c'était super compliqué. Au début, on était vraiment là pour aussi les aider à se dépatouiller des systèmes informatiques, comment envoyer une photo par le téléphone, etc. Ça a été l'horreur et il y en a beaucoup qui ont abandonné. Hein. Donc, nous, on a des élèves qu'on voit plus depuis 2 mois. Aucun retour. Alors après, on a les familles qui nous disent oui, bah j'essaye, mais c'est pareil, c'est ce que tu disais, Victoria, c'est que des parents qui sont complètement dépassés, ils sont nombreux dans des petits appartements. À un moment donné, moi je peux comprendre que les parents ils abandonnent et qu'ils disent bon bah l'idée là c'est d'être le mieux possible, le moins mal possible et essayer de aussi cohabiter et sans qu'il y ait sans que ça se passe mal parce que bon après les violences, j'imagine qu'en Argentine c'est la même chose, hein, les violences conjugales ont augmenté, les violences envers les enfants ont aussi augmenté, pas du tout que dans les classes populaires évidemment, mais c'est quelque chose. C'est voilà, c'est nous en tout cas, ça a été un peu le discours qu'on avait, c'est dire mais faites ce que vous pouvez, vraiment. Si vous n'y arrivez pas, bon bah on essaiera de voir comment on se retrouve petit à petit et comment on arrive à recréer le lien quoi et le rapport à l'école. Mais ça pose quand même la question du matériel qui est et des conditions dans lesquelles on étudie, ça a été un révélateur criant des inégalités face à l'école de nos élèves, quoi. Et pour moi, c'est très inquiétant et c'est toujours pas pris à bras le corps par l'institution, quoi. D'accord. Mais avant de passer aux questions de notre public, la dernière question qu'on voulait te poser, c'est est-ce que tu peux nous dire quel est le bilan déjà que tu tires de cette situation exceptionnelle, aussi bien pour toi comme enseignante et pour tes élèves? Quel serait le bilan sur tout ça? Alors, je suis désolée, c'est pas très positif. C'est dur, quoi. Hein, on est passé, et vous passez aussi vous, par un moment là, c'est difficile. On s'est tous et toutes retrouvés face à nos propres névroses et donc on a dû gérer et tout. Notre vie personnelle et notre vie professionnelle se sont retrouvées d'un coup complètement mêlées et démêler tout ça, ça a été compliqué. Moi, je pense que, alors, comme je disais, on était assez mobilisés avant le confinement dans le cadre de cette lutte là contre la réforme des retraites.
Je pense que là, on a un travail. Le collectif s'est retrouvé vraiment mis à mal. C'est-à-dire que même au niveau du travail militant, on a fait que des visios, enfin, on a essayé de continuer à essayer de se retrouver, mais bon, ça a été compliqué. On a dû produire des choses tout le temps dans l'urgence. Et, au niveau des salles des profs, etc., on a le travail collectif, il a été mis à mal, en fait. On s'est retrouvés un peu tous et toutes face à nos individualités, et ça a été très difficile de créer un discours commun. Et c'est la même chose pour les élèves, c'est-à-dire que, enfin moi en fait, bon déjà j'étais un peu intéressée dans les pédagogies nouvelles qui visent à travailler le plus collectivement possible. Je pense que là, ça va être une nécessité à la rentrée de prendre à bras le corps cette question-là et de dire mais comment on fait pour recréer du collectif? Parce que là, en fait, on s'est tous retrouvés tous les uns séparés des autres et le travail collectif, il est nécessaire et en fait, on s'est retrouvés aussi face à, je pense, enfin j'espère, qu'on s'est retrouvés face à cette nécessité de collectif, de discuter, d'échanger pour avancer quoi. Bon, nous, on est inquiets pour la rentrée, hein, parce qu'on nous dit, voilà, vous allez reprendre dans des conditions normales. On dit, mais est-ce qu'on peut retrouver des conditions normales à 32 par classe, 32 élèves par classe? Est-ce que c'est des conditions normales pour travailler? Et puis après, quelque chose d'exceptionnel comme ça, est-ce que on pourrait pas avoir, je sais pas, des petits moyens en plus pour pouvoir se retrouver et retrouver un peu un semblant d'humanité dans nos relations. Donc, on est assez inquiet sur cette question-là. Euh, la gestion de la crise par le ministère a été assez dure envers nous, parce qu'en fait, on s'est retrouvé toujours sous des injonctions assez, euh, assez dures et puis en fait souvent contradictoires. Et là, en fait, on se retrouve il y a dernièrement devant un prof bashing assez violent ces dernières semaines, enfin c'est même ces derniers jours là où on a tout un discours de beaucoup de médias, c'est allé jusqu'aux médias nationaux, hein, enfin France 2, et BFM, etc., où c'était ces profs qui n'ont rien fait pendant le confinement. Et donc il y a tout un discours qui est en train de se créer sur ces profs feignants, comme d'habitude, qui n'ont rien fait. Attention, là, il y a au moins 4% de profs qui n'ont rien envoyé aux élèves, c'est scandaleux, ils ont été payés à rien faire. Et en fait, c'est en train de retourner la situation qui avait un peu changé parce qu'il y a beaucoup de parents et il y a eu beaucoup d'expressions pendant le confinement qui disaient mais comment vous faites comment vous faites pour supporter 30 gosses en même temps dans ces conditions, etc. Et là, en fait, ils sont en train enfin, je pense que c'est orchestré, hein. On est en train de retourner un peu le discours pour encore déprécier les enseignants. Et donc ça, c'est assez dur à vivre, quoi. Voilà. Après, il y a eu des choses positives, hein. Il y a eu beaucoup de tribunes qui ont été rédigées. Il y a eu des sortes d'émergence de groupes de réflexion pédagogique pour voir un peu comment on pouvait faire. Enfin, c'est des choses aussi qui sont précieuses pour répondre à ces questions, comme par exemple, je vous en ai parlé, des appréciations, de l'évaluation, etc. Bon, c'est des questions qui sont latentes toujours dans l'éducation et qui là, en fait, on se retrouve toujours face à avoir donné des réponses immédiates et donc on a des échanges de réflexion qui sont intéressants. Mais le déconfinement, ça fait du bien, hein, on se revoit. Là, ça fait 10 jours que les bars et les restaurants ont rouvert en France. On respire, vraiment. Puis c'est l'été, quoi, qui arrive. Mais ouais, ça fait du bien. On nous a volé notre printemps quand même. Mais je pense qu'on s'en est pas remis encore. Et que ça va prendre du temps avant de s'en remettre au-delà des gestes barrières et des masques et de gel hydroalcoolique. Voilà. Les gestes barrières, hein. D'accord, c'est les distances. Ouais, c'est ça. Oui, la distance, les masques. D'ailleurs, hein, une expression. Pardon ? Que c'est une expression très forte d'ailleurs, le geste barrière, hein, le mot barrière, c'est très fort, oui. Oui. D'ailleurs, c'est aussi discuté, ce terme. Mais bon. Le discours aussi que l'on met sur les choses. Voilà. Alors, on passe à quelques questions. Alors, je lis une première question là de Pilar. Comment faire avec les élèves qui travaillent et ceux qui ne le font pas?
pour n'importe quelle raison? Eh bien, déjà, la raison, est-ce qu'il faut vraiment chercher à comprendre la raison pour laquelle les élèves ne travaillent pas? Alors, si ça peut être résolu, oui. Mais du coup, ça a été la question. Je pense que ça vaut par rapport à comment on avance dans le programme, qu'est-ce qu'on enseigne aux élèves pendant le confinement, quoi. Euh, nous, on a, je pense que ce qui a été dit, mais même au niveau institutionnel, hein, au niveau du ministère, ça a été de dire on n'avance pas dans le programme, on n'apprend pas de nouvelles notions. Ce qui a été pas forcément respecté par les collègues, quoi. Alors après, il y a d'énormes disparités. C'est-à-dire que moi, dans mon collège, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas travaillé. Et dans d'autres établissements, même au niveau des lycées, ça a été beaucoup moins fort. Parce que les élèves ils sont plus autonomes, ils arrivaient plus à travailler, et donc il y a des collègues qui avaient des classes entières qui leur répondaient, ils ont pu vraiment faire avancer dans leur programme, mais quand même l'idée c'est de se dire voilà, je pense que pour un peu se sauver, c'était de dire bon on fait ce qu'on peut, quoi. Chacun fait ce qu'il peut ou chacune fait ce qu'elle peut, et donc je pense que c'est au retour, pas là, hein, maintenant, parce que là, on fait encore du bricolage, mais en septembre, qu'il faudra remettre tout à plat, et qu'évidemment, on a demandé aussi au ministère de revoir les programmes pour les adapter à ce qui s'est passé cette année, quoi. On peut pas avoir les mêmes attentes à la fin de l'année prochaine que l'année dernière, c'est pas possible, pas après ce qui s'est passé. Alors, une deuxième question de Magdalena. Est-ce que le rôle du prof et de l'école ont été valorisés dans ce contexte? J'ai déjà un peu, je pense, répondu à cette question. C'est que oui, au début. Alors au début, et on a été critiqué aussi parce que on a envoyé trop de travail aux élèves, et que donc les parents se retrouvaient écroulés sous le travail en disant mais il faut vous calmer. Il y a eu tout un passage où oui, on nous disait heureusement que vous êtes là, le travail a été fait, même au niveau ministériel, dans la communication ministérielle et institutionnelle, hein, ça a été de dire bravo aux enseignants qui ont tout donné pour garder le lien et pour trouver des façons de continuer à être là pour les élèves, quoi. Donc on a été assez valorisé sur cette question-là. On peut pas dire le contraire. Sauf que depuis quelques jours où on insiste plus sur ces enseignants qui n'ont pas fait le travail, sans savoir pourquoi d'ailleurs, que sur le travail qui a été fait. C'est pour ça que je disais c'était un peu dur, parce que on se disait pour une fois on a une petite reconnaissance de ce qu'on fait, et les gens se rendent compte aussi du travail qu'on fournit, quoi. Après, une autre question qui concerne les élèves qui finissent l'un niveau, qui doivent passer. C'est une question d'Agostina. Comment ça s'est passé pour les élèves qui finissent un niveau primaire ou secondaire, qui doivent passer au niveau suivant, disons. Alors, ce qu'on a fait, les directives qu'on a eues sur cette question-là, c'était de faire preuve de bienveillance déjà. Par rapport aux élèves, et on n'a pas fait redoubler les élèves. Donc voilà, les élèves sont passés au niveau supérieur, et on a validé les cycles, parce qu'on marche par cycle, de la primaire jusqu'à la fin de la 6e, et puis après il y a un cycle, le 4e cycle, c'est 5e, 4e, 3e, et donc on a validé les cycles en essayant de trouver le positif chez chacun et chacune, et en essayant de les encourager pour l'année prochaine. Bon, j'ose imaginer que par exemple les profs de 6e, donc de l'entrée au collège, et les profs de seconde à l'entrée au lycée vont s'adapter à la situation et vont accepter de reprendre petit à petit à la rentrée, quoi. Oui, ça va être. Mais ils sont passés, on les a pas fait redoubler. Oui, l'adaptation va être d'autant plus importante dans les classes charnières. Oui. Oui, voilà. Bien sûr. Je vois là, toujours oui, la question de l'évaluation. On voit que ça préoccupe beaucoup ici, comme ça préoccupe ou ça a préoccupé beaucoup en France. Et des examens aussi. J'en ai pas parlé du tout. Oui, mais alors, oh là là, vous avez
adopté justement, ça regroupe un petit peu les questions de l'évaluation, de la flexibilisation de l'évaluation. Ah oui, alors les examens, ça a été pareil, ça a été des grandes discussions pour le bac, hein, notamment parce que le brevet, le brevet, c'est déjà ça représentait pas grand-chose, donc il est passé complètement contrôle continu. On voit pas trop la différence avec avant. C'est juste que les élèves, ils n'auront pas d'examen en présentiel. Mais pour le bac, là, par contre, ça a été une question assez houleuse. Et d'ailleurs, ils y ont répondu. Le gouvernement a décidé d'y répondre très tard, très tardivement. C'est-à-dire qu'on a appris que le bac, l'oral, parce qu'en fait, en première, les élèves de première passent un oral pour les épreuves de lettres, de français. Oui. Et on a appris, je crois que c'était fin mai, que les épreuves allaient être supprimées. Alors que ça faisait des semaines qu'on disait il faut nous répondre. Enfin, des élèves, ils sont en train de bachoter des textes sans savoir s'ils vont passer ou pas. Ça les a mis dans un état de stress total. Et il a dit ça juste à la fin du mois de mai que il avait annulé les oraux. Alors les oraux ont été annulés et du coup le bac, il a été décidé que il serait validé selon le contrôle continu. Et donc ceux qui n'auraient pas le bac, apparemment, mais ça je sais pas encore, on sait pas encore exactement comment ça va se passer. Il y a des épreuves de rattrapage qui vont avoir lieu là, normalement au début du mois de juillet, quoi. Et il s'est posé les mêmes questions pour tout ce qui est concours, concours d'enseignants, le CAPES, l'agrégation. Et donc il y a certains candidats avaient déjà passé les écrits, d'autres n'ont rien passé du tout. Et donc, on a dû trouver, alors les solutions qui ont été trouvées pour ceux qui passaient des écrits. Eh bien, en fait, les admis se feront par rapport à ces épreuves écrites. Et ceux qui n'ont passé ni les écrits ni les oraux vont passer juste un oral d'admission au mois de juillet. Mais c'est encore très incertain. Enfin, on ne sait pas vraiment encore comment ça va s'organiser. Dans tes classes en particulier, comment tu as procédé? Tu as évalué, tu n'as pas évalué, tu as assoupli l'évaluation? Comment tu as procédé dans tes classes particulièrement? Moi, j'ai refusé d'évaluer, hein. Enfin, complètement, parce que, alors après, moi, c'est vraiment, j'ai des élèves, ils me répondaient pas, hein. Enfin, j'avais 5-6 retours par classe. Donc après, je les ai évalués dans le sens, enfin, je les ai pas notés, on n'a pas mis de notes, etc. Et par contre, je les ai corrigés, j'aurais fait des retours sur les travaux qui me rendaient. Et là, c'est la fin du trimestre, et donc on a validé des compétences. Et moi, j'ai mis, alors ça va du vert foncé au rouge. On a plein de couleurs comme ça. Moi, j'ai mis le vert à tout le monde. Mais voilà, pour leur dire, enfin, faut y aller, on se retrouve l'année prochaine, on reprend sur des bonnes bases l'année prochaine, quoi. Enfin, c'est un peu dur de leur apporter du négatif à la fin de l'année. Alors après, c'est sûr qu'il y a des élèves qui ont eu la flemme, hein, qui n'avaient pas envie de travailler, qui se sont dit, moi, je suis bien chez moi, je vais faire des jeux vidéo, je vais être sur mon téléphone, à tchatcher avec mes copains, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir si dans cette situation-là, quoi. Enfin, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas dans une situation normale. Donc c'est pour ça que la question du décrochage aussi, est-ce qu'on parle de décrochage ou pas? Bah moi je pense pas qu'on puisse parler de décrochage parce qu'on était dans une situation qui était tellement exceptionnelle que là, c'est juste qu'on a des enfants qui ont subi des situations pour laquelle ils n'étaient pas responsables et donc voilà, moi je les ai pas évalués et j'étais pas favorable à ce qu'on mette des appréciations sur ce qui avait été fait pour le confinement non plus en fait, parce que je considère qu'à partir du moment où on valorise certains, ça veut dire qu'on considère que les autres n'ont pas fait, et donc pour moi ça ne les met pas sur un pied d'égalité. Je suis fortement minoritaire à défendre ce point de vue, et ils ont été nombreux les collègues à valoriser, à dire ce qui a été fait pendant le confinement, quoi. Alors on a une dernière question de Pilar qui demande si on a pensé à changer les dates du début de la rentrée prochaine. Ah oui, alors pour la rentrée, les dates, a priori, non, elles sont les mêmes que prévues. Là, on rentrera début septembre, après les vacances. Alors, ce qui a été proposé par notre cher ministre, c'était de dire que les élèves allaient pouvoir passer des vacances apprenantes. Donc, pendant les vacances d'été, ils allaient pouvoir suivre des cours avec des professeurs volontaires pour leur donner des cours, mais je pense qu'il
il va pas en trouver beaucoup. Mais donc voilà, pour essayer un peu de rattraper, entre guillemets. La rentrée, pour l'instant, on sait pas trop comment ça va se passer. C'est aussi une inquiétude, hein. C'est-à-dire que le distanciel, le travail à distance, ça a beaucoup plu à notre chère institution, qui a trouvé là une bonne occasion de se dire ah bah tiens, si on continue un peu comme ça. Et donc, ce qu'on nous dit pour l'instant, c'est que il y a des scénarios plusieurs scénarios différents qui sont en train d'être évalués par le ministère pour voir un peu comment va se passer la rentrée, si vraiment on va reprendre dans des conditions, les conditions des années précédentes, ou si on va avoir peut-être du distanciel un peu à faire encore ou quoi. Donc ça, c'est aussi un peu une incertitude qui inquiète beaucoup. Mais par contre, là, non, en France, le Covid-19 est clairement en train de disparaître, hein. Enfin, là, nous, les chiffres, ils sont à la baisse. On a encore pas mal de patients hospitalisés, mais c'est vraiment, là, il y a du gros relâchement, même dans les gestes barrières, comme on disait. On voit, par exemple, à Toulouse. Bon, je pense que à Toulouse, le Covid-19 n'est jamais arrivé, mais, là, il est vraiment quasiment complètement disparu, quoi. Oui. Donc, on sera en vacances 2 mois, puis on rentrera aux dates habituelles. Il faut récupérer les énergies mentales et physiques. Ouais, c'est Oui. nécessaire, hein. Oui, oui. Bon, merci beaucoup. C'était super intéressant vraiment d'écouter ton témoignage. Ça nous aide à réfléchir à toute cette situation et puis ça nous encourage nous aussi, non? Enfin, on se sent comme ça plus près de la savoir que vous allez vous en sortir. Oui. Ouais, courage. En ce moment, mais bon, oui, ça se terminera un jour aussi chez nous. Ouais. Donc voilà, merci Sabrina d'être venue virtuellement, d'avoir accepté l'invitation, et merci au public de nous avoir accompagnés dans cette première édition, alors de cette série que nous avons appelée Une rencontre sans questions. Et nous allons vous tenir au courant des prochaines éditions très vite sur les réseaux sociaux. Merci, bon courage. Merci beaucoup. Gracias. Allez, bisous. Au revoir.